gars. 947 km. C'est les souliers. Hein. Je me rappelle pas être usé comme ça pour faire de la moto. Hier. C'était tellement long que je me rappelle pas de tout. Ouais, bah en termes de terrain, de toute façon, je vais pas pouvoir tout expliquer en détail, mais on a eu de tout. Hein. On a eu du très rapide, on a eu du super technique dans les cailloux, du trialisant, de la navigation, des canyons un peu... Enfin, j'ai pris quand même du plaisir. Hein. Après, c'était chaud par moments quand même. Après, on a eu des passages dans des dunes, des morceaux de... Comme s'ils avaient jeté des tas de sable là, comme ça, là, tout mou, tellement nul. Tellement chiant à rouler. Je me suis planté je sais pas combien de fois. Du coup j'ai fait des demi-tours là, tu sais, la moto calée là et voilà. Après on avait des beaux passages de dunes, mais j'étais un peu comme ça parce que le sable était tellement mou que du coup quand on repassait dans des dunes comme je connais bien, je savais plus si ça allait être mou ou pas, tu vois. Bon, il est 5h38, je suis arrivé au kilomètre 599. J'ai petit souci avec la moto, elle chauffe un petit peu, donc je vais voir si j'arrive à réparer ça. Et je t'en mets de suite au campement. Salut tout le monde. Alors je sais pas si la qualité est bonne, mais juste en tout cas un petit tour du bivouac 48 heures chrono. Alors moi je suis en train de faire de la mécanique, j'ai un problème de chauffe, la moto chauffe et ça m'a un peu rappelé des mauvais souvenirs. Dakar 2018, j'ai pas terminé. J'ai perdu toute l'eau là dans le radiateur dans les dunes. Et du coup j'avais vraiment peur et là en fait elle consomme plus d'eau, donc c'est que c'est pas une fuite. C'est juste que j'ai un problème de ventilateur, en fait j'ai la sonde de température d'eau qui ne fonctionne plus. Voilà, donc on va réparer comme on peut, essayer de brancher ça en direct pour demain pour que ça ventile au maximum. Et voilà, allez, bonne soirée, à demain. Alors je te montre ma réparation de fortune. Donc en gros ici c'est ma sonde de température d'eau que j'ai chantée. Donc demain dans les dunes, ou dès que je sais que ça va chauffer, je mettrai les deux en contact. Et voilà. Allez, le filtre à air et à la soupe. Oh, et t'en as fait un, mais il était beau, mec. De quoi? D'accord, il y avait une dune, et je la prends sur le côté, c'est pour sauter en descente. Je pose que je branche, je me loupe, je perds l'avant dans la descente. Donc je me fais un petit tonneau à l'avant. Et je suis vraiment juste dans la descente. Et puis là, le pot rempli de sable. Oh merde! Je commence à flipper, je commence à l'enlever avec les doigts. Là, j'entends une balle qui arrive. Mon Xavier Flick qui arrive, qui me voit au dernier moment. Il plante, il se met un volume. Du coup, ah non, bah non, pas de douche. On va aller au kiné. Ah bah non, pas de kiné. Du coup on va aller emmerder Alain. Ah non, y a pas Alain. Bon bah on va aller emmerder Benji. Ah bah il y a Benji, ah, ça c'est bon. C'est bon, il y a Benji. Bon, le contenu de la bouffe là. Des boules de viande, du chicken, une petite soupe. Et le petit déj pour demain, le muesli. Le chicken, qu'est-ce qu'il dit le chicken? J'aimerais pas être la gueule du slip demain. La starting list. Oh. J'étais derrière lui. Non. Ça va? Bon allez, je suis en train de préparer mes petites affaires pour demain. Départ à 7h15 pour les 350 km restants. Normalement le car réveille 6h, ça va faire une bonne nuit. Allez, ciao ciao.
Bonjour à tous, donc je m'appelle Kirill Koza, je suis ingénieur chez Elite Airbag Technology Expert. Aujourd'hui, on est avec vous au Dakar 2025. On assiste les pilotes, on participe à l'événement et on fait aussi du développement en même temps. Pour faire court, ça c'est notre tente d'analyse et assistance pour les pilotes. Cette année, on a installé à côté des Malmoto, ce qui est bien pratique parce qu'ils ont beaucoup plus de travail par rapport aux autres catégories. Ils sont plus occupés, ils ont moins de temps, beaucoup plus de choses à gérer. Donc là, on est vraiment à côté pour être réactif, flexible, si jamais le pilote il a besoin d'un conseil, d'une assistance. Des fois, on récupère même son gilet pour analyser sans que lui il s'occupe de ça. Ça nous facilite le déplacement en bivouac. Alors, avec Benji, on a beaucoup collaboré dans le passé. Il était parmi les premiers pilotes qu'on a justement contacté pour qui nous aide un petit peu définir justement les premiers paramètres de détection. On savait que dans le domaine, c'est assez, on va dire, les gens ils sont assez limités d'avoir un seul type de détection, donc ils veulent la détection électronique. On l'entendait bien. Ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des attaches, des choses un petit peu extra autour d'eux. Ils préfèrent plutôt d'être au plus léger possible pour ne pas avoir du poids à porter sur eux. Donc Benji, il nous a pas mal aidé avec des conseils. En pratiquant cette discipline, en ayant beaucoup d'expérience sur le Dakar, il nous a aiguillé tout de suite sur plusieurs options. Au niveau du confort aussi, on a fait pas mal d'essais avec lui. On faisait les prototypes en interne, on lui donnait, il les validait, il donnait son feedback honnête. Nous, on l'intégrait et ça nous a permis quand même de développer quelque chose qui est assez confort aujourd'hui. C'est étape par étape, de petits pas, en discutant avec plusieurs pilotes. Mais Benji, il a fait son apport sur le développement de ce produit. On a commencé avec toute première version un petit peu fait d'une manière artisanale, on va dire. Les premiers essais, bon, tout de suite, il nous a dit les gars, ici, c'est pas bon, je suis pas bien, c'est pas confort, ça va pas fonctionner. Donc, on rechange, on redonne, on reteste. Non, ça fait vraiment du travail itératif avec Benji. Tous les jours, étape par étape, on progresse. Donc, à chaque fois, son feedback, c'est quelque chose de bienvenu dans nos équipes. Puis, c'est quelqu'un de très, très connu au sein de nos équipes. Et on n'est pas très loin, donc c'est assez pratique pour se déplacer. Alors, on a en tradition chez nous, s'il y a un airbag qui déclenche, qui pète au sein de l'entreprise, la personne qui l'a fait déclencher, il apporte des croissants. Donc, on voit Benji, il est venu avec une énorme boîte de croissants et puis il a donné à tout le monde parce qu'effectivement, il m'a fait péter au niveau du Dakar des airbags. Donc, ouais, c'est pas mal d'être à côté pour ce type de choses. J'ai commencé en 2024. C'était assez brutal, on va dire. Quand tu ne connais pas le milieu, quand tu arrives sur le bivouac, tu t'imprègnes de toute cette atmosphère. Alors, c'est génial. C'est à la fois fatigant, émotionnellement aussi, c'est fatigant. Mais en même temps, c'est des émotions que tu vas jamais vivre ailleurs. L'esprit du Dakar, c'est pas du marketing, c'est quelque chose qui existe vraiment. Ça, on l'a bien vu. Ce qui est aussi génial, c'est que c'est un événement où tu n'as pas de niveau. Tu es dans le bivouac, on est tous les mêmes dans le même banc. Tu as besoin d'un coup de main sur n'importe quoi. C'est très facile d'avoir de l'entraide entre les participants et même le staff, le personnel, tout le monde. Donc c'est quelque chose de vraiment génial. Et je trouve que Dakar, c'est un événement qui arrive à enlever les coquilles de toutes les personnes. Donc tu vois vraiment les personnes quand elles sont dans des situations extrêmes, avec la fatigue, le temps passé, le sable, enfin tout ce qui se cumule au niveau du Dakar, ça te permet vraiment de connaître les personnes comment elles sont autour de toi. Donc ça, c'est quelque chose de génial. Personnellement aussi, je trouve que c'est quand même une opportunité de pouvoir travailler aussi pour le développement de nos produits sur un événement de cette taille-là. C'est extrêmement enrichissant. Ça sort du commun. C'est pas comme si tu travailles dans le bureau ou sur le PC. Bon, on a des PC, mais ça change un petit peu de décor, on va dire. Non, c'est extrêmement intéressant. Spécifiquement cette année, on est axé sur le développement d'une nouvelle technologie hybride. Le but de la technologie est de pouvoir combiner la détection électronique avec la détection mécanique, ce qu'on utilise sur nos produits Motoroute depuis très longtemps. C'est une technologie qui est assez fiable, assez simple, assez robuste, qui a fait déjà les preuves en termes d'efficience, d'efficacité et de fiabilité lors de nos consommateurs. L'idée est très simple, vu la configuration du Dakar, donc les mouvements que les pilotes ils ont, les situations extrêmes dans lesquelles ils peuvent tomber. Des fois, l'électronique elle a du mal
à faire la différence entre ce qui est un vrai danger ou ce qui est juste une situation un petit peu limite, ce qu'on appelle les fameuses zones grises où elle ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Donc ici, on a plusieurs choix. On peut choisir de déclencher un petit peu, on va dire, d'une manière intempestive. Donc on va privilégier la sécurité du pilote, sachant que des fois, ça peut être embêtant parce qu'il va quand même perdre le temps pour changer les bouteilles, pour s'arrêter, pour voir un petit peu pourquoi elle a déclenché. Donc c'est quand même pénalisant. Ou au contraire, de ne pas déclencher, mais là on prend aussi un risque pour ne pas le protéger dans une situation où il faudrait bien protéger. Si on combine les deux, ça nous permet en théorie de pouvoir remonter justement les seuils et tous les paramètres de détection électronique. Donc ce qui va donner beaucoup plus de souplesse à nos pilotes, beaucoup plus de liberté en termes de mouvement. Et en cas d'accident, en cas d'une situation qui est vraiment dangereuse pour la santé du pilote, c'est le trigger, ce qu'on appelle le trigger électronique, qui va prendre le relais et qui va pouvoir justement sécuriser et gonfler l'airbag au moment voulu. Aujourd'hui, à notre sens, c'est la solution pour donner à la fois de la souplesse au pilote, de la flexibilité, tout en gardant le même niveau de protection dans tout type de situation. Pour vous présenter un petit peu la technologie, on a essayé de faire extrêmement simple pour les pilotes, c'est-à-dire on n'a pas voulu changer l'enveloppe textile de notre gilet. On a fait la modification au niveau de la ceinture d'accroche qui sert à stabiliser la position de la carte de détection électronique qui se trouve à l'intérieur du gilet. Donc pour ça, il faut bien enlever le plastron. On dézippe le zip. Et sur la fameuse ceinture qu'on connaît tous, on a le fameux switch qu'on appelle le switch électronique. Donc le principe, il est simple. Il y a une sangle qui s'accroche à la moto du pilote, une sangle qui se finit avec une boucle. Donc la boucle est facilement clipsable. Comme ça, quand on commence la spéciale, on s'installe sur la moto, on clipse la sangle et on est protégé avec les deux technologies. Imaginons dans une situation de danger, le pilote il est éjecté de sa moto. Donc ça peut arriver. Ce qui va se passer, c'est que cette fameuse sangle il va tirer le switch qui va envoyer un signal électrique à l'unité de détection qui est dans le dos du gilet. Et le gilet il va comprendre qu'effectivement, il y a une éjection du pilote, donc il y a un danger. On va gonfler les airbags. Suite à ce type d'accident, le pilote il n'est pas obligé de rebrancher sa détection électronique. Ça peut se comprendre, il y a du temps qui passe, il faut qu'il se dépêche, il lui reste peut-être 5 minutes jusqu'à le point d'arrivage. Donc, dans ce cas, le système il va comprendre d'une manière intelligente qu'il n'est plus avec la technologie de détection hybride. Il va repasser dans le mode électronique de détection et le pilote il aura le même type de protection comme il avait avant. Ça peut être aussi pratique, par exemple, dans les zones de ravitaillement où les pilotes, des fois, ils oublient par précipitation ou par fatigue de déclipser la boucle avant de s'arrêter. C'est pas grave, il peut continuer de rouler comme ça, il va être toujours protégé avec le système électronique. Donc cette année, on essaie de valider avec tous nos pilotes cette utilisation-là. On cherche vraiment du feedback qualitatif pour savoir est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est facile à trouver, par exemple, pour se reclipser, est-ce qu'il y a peut-être d'autres contraintes auxquelles nous, on n'a pas pensé. C'est vrai que quand on est sur le terrain, c'est beaucoup plus simple. Tu es vraiment dans le rallye, tu es dans le Dakar et puis ça te permet de vivre avec tes pilotes vraiment cette aventure. Suite à ça, on va effectivement faire des changements, on va continuer à développer, mais je trouve que être présent sur le Dakar, c'est le nécessaire pour pouvoir développer les produits de bonne qualité qui vont protéger les pilotes. Vu comme c'est un système hybride, c'est-à-dire qu'il y a la détection électrique combinée avec la détection électronique, le signal GPS il va être pris en compte. Donc si vous n'avez pas les vitesses, le système il va comprendre que vous ne bougez pas, donc il n'y a pas de danger. Même si vous tombez, imaginons, ce n'est pas un risque énorme. Donc le système il ne va pas déclencher. Contrairement à un seuil de vitesse qui peut être réglable, ajustable, si vous êtes à 30, 40, 50 à l'heure, donc ça commence déjà à être une belle vitesse. Là, le système il va se dire, ok, si jamais j'ai un déclenchement au niveau du trigger électrique, je estime que c'est une situation à risque, donc il faut gonfler l'airbag. Donc de cette manière, le système il est intelligent. Et c'est pour ça que ça nous permettra de bien remonter les seuils au niveau électronique pour pouvoir. Là, le système il va se dire, ok, si jamais il y a des configurations où les pilotes ils se prennent des énormes compressions. Il y a la dune qui a été mal calculée, mal anticipée, fatigue, etc. Donc des fois, ils ont beaucoup trop de vitesse et ils n'arrivent pas à réagir. Donc
souvent ça tombe sur des chutes qui sont assez verticales. Donc il n'y a pas beaucoup d'angles de rotation, il n'y a pas beaucoup de données à analyser pour le système de détection électronique. Dans le pire des cas, le pilote il peut aussi avoir le réflexe, la plupart des pilotes c'est ce qu'ils nous disent, on a le réflexe de pouvoir s'éjecter de la moto pour que ça ne retombe pas dessus. Dans ce cas, le système hybride il est efficace parce qu'une fois que tu t'éjectes de ta moto, forcément tu vas provoquer un gonflage de l'airbag. Donc ça fait aussi une sécurité qui est assez simple, assez intuitive. Il y a beaucoup de pilotes en cross qui ont le même réflexe. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas et le pilote, il sait déjà, il connaît ses limites, il connaît sa capacité de pouvoir gérer certaines situations. S'il voit qu'il n'arrivera pas à rattraper le contrôle sur la moto, il s'éjecte. Donc une fois que tu es éjecté, tu es protégé. Ça aussi, c'est un plus assez important de ce système. Cette année, on veut vraiment se focaliser pour pouvoir analyser et tester cette technologie sur le Dakar. Suite à ça, il y a une possibilité de pouvoir proposer le gilet en 3 options. Donc, il y a l'option hybride que vous avez ici. Donc, vous avez la détection électronique, la détection électrique, tous les deux ensemble. Deuxième config, c'est le gilet comme il était l'année précédente, donc avec la simple technologie électronique de détection. Donc, il y a le système qu'on appelle CDU en interne, donc la carte de détection qui est dans le dos du gilet qui va monitoriser ce qui se passe avec le pilote. Et puis, troisième configuration, parce qu'il y a certains pilotes qui disent je ne veux pas rouler fort, je ne veux pas prendre beaucoup de risques, mais des fois, c'est vrai que ça arrive que je tombe aussi. Je veux un système simple, fiable et efficace. Donc, dans ce cas, on peut proposer le gilet simplement avec la technologie électrique. Donc, il y aura juste le trigger rouge que vous voyez ici et le gilet, il fonctionnera de la même manière. Pour le moment, c'est vraiment le Actuellement, vous avez 2 modes. Il y a le mode rallye qui est un petit peu conçu sur toutes les configurations Dakar. Et puis, il y a le mode aventure qui est un mode un petit peu plus simpliste, on va dire. C'est pour les, on va pas dire novices débutants, mais c'est un niveau plus bas que Dakar. Ça permet d'être plus sensible sur certaines configurations. Donc le gilet, généralement, il réagit plus rapidement. Si tu mets cette configuration sur un pilote de Dakar, il va dire non mais ça c'est beaucoup trop sensible. Par la suite, l'idée, ça sera de pouvoir justement viser des disciplines un petit peu spécifiques comme le cross. Il y a le rallye qui va rester, mais je pense qu'on va pouvoir faire plusieurs niveaux. C'est aussi le but de pouvoir enregistrer et faire de l'enregistrement au niveau du Dakar pour justement prendre les patterns de différents comportements, ce qui nous permettra par la suite de définir les algorithmes nécessaires. Données de Benji d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec la deuxième carte d'enregistrement. Ça nous permet de savoir par exemple en bleu quand il est à l'arrêt, donc on voit bien que là ça doit être le point de départ du bivouac, et puis ensuite c'est la spéciale. Et après on a tout son parcours. Plus normalement la couleur elle tend vers le rouge, plus la vitesse est importante, donc c'est qu'il avait un rythme assez conséquent. Donc par la suite, si jamais il y a des événements qui nous semblent un petit peu suspects, on peut visualiser très facilement où est-ce que ça s'est passé. Et déjà avec tous les données brutes, on a vachement d'informations. On a la vitesse, les angles et tous les paramètres sont enregistrés par la carte. Par rapport aussi à ce qu'on a discuté avec les pilotes, c'est de superposer le retour du pilote avec ce qu'on voit sur les données. Des fois, c'est pas évident de comprendre ce qui s'est passé. Donc là, un feedback, il est bien appréciable. Et puis le soir, on n'a pas forcément le temps de bien discuter. On arrive, on est un petit peu dans la précipitation. Il y a beaucoup de choses à faire. Les pilotes aussi, ils doivent faire la mécanique, se préparer, etc. Il y a des échanges assez courts. Et là, on se pose vraiment tranquillement et puis on regarde de A à Z tout ce qui s'est passé. Et ça nous permettra aussi de redonner des questions quand on reverra les pilotes. Petit lever de soleil. Bon, la nuit, c'était pas trop mal. Maintenant, on a replié tout ça. Putain, c'est pas la caisse au-dessus. Hein. Parti pour 340 km.
autour du kilomètre 100 et quelques, je commence à voir que ma moto elle chauffe dans les dunes. Et là je me dis merde, putain, faut pas que je casse le moteur aujourd'hui. Là j'ai eu tous les scénarios dans ma tête, je me suis dit bon, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis en train de consommer de l'eau, au ravitaillement je prends de l'eau. Et ah si, j'ai oublié, j'avais tordu mon disque aussi, tordu mon disque de frein. Du coup plus de frein arrière, alors je me suis arrêté, j'ai pris mon Laserman, j'ai redressé comme je pouvais mon disque comme un cochon, mais bon il est toujours un peu comme ça. Au moins j'avais à peu près du frein arrière, parce que sinon je me suis dit aller taper les dunes sans frein. Ah oui, donc ravitaillement, je récupère des bouteilles d'eau, je sors du ravito, je m'arrête, je refroidis un coup le radiateur, j'ouvre le bouchon, je remets une bouteille, je mets une deuxième, je dis putain, là il n'y a plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau, la moto elle chauffait de ouf. Et là j'espérais une chose, c'est que ce soit un problème de surpression, enfin à cause de la chaleur et tout, ça monte en pression. Ça passe par le trop plein quoi, pas par le bouchon de radiateur. Je pense que c'est ce qui s'est passé parce que après j'ai plus de consommation d'eau. Après c'est plus de la piste et tout. En fait j'ai le ventilateur qui ne s'allume même pas, il se mettait pas en route. Et je m'en suis rendu compte dans les dunes, je regardais, je le voyais pas tourner, je dis pas bon. Bref, je finis la spéciale, 600 bornes pour ma journée là, 599 précisément. J'attaque direct par ma mécanique, tu vois, essayer de trouver la cause de mon problème. Et du coup, je me rends compte que c'est la sonde de température d'eau qui faisait pas son travail. Enfin, comment dire, c'est pas la sonde, c'est pas le calorstat, c'est pas le calorstat, bref, j'ai plus mes... Excusez-moi, je suis fatigué, je perds mes mots. En gros, le contacteur thermique. En gros, quand le radiateur il est chaud, il y a une petite réaction qui se fait et ça active, c'est comme un interrupteur on-off. Ça marchait pas. Du coup, j'ai coupé le fil, je l'ai fait remonter jusque vers le poste de pilotage. J'ai dénudé les fils et comme ça, je pouvais activer le ventilateur en mettant les fils ensemble. Je pense que vous verrez les petites images de ça. Et du coup, je l'ai rallumé dans les dunes aujourd'hui et puis j'ai pas eu de problème quoi. J'ai pas consommé d'eau, j'ai revérifié à l'essence et c'était tout bon. Pero bueno, contento de estar acá, realmente. Ça va les mecs? C'était long hein. Je me suis retrouvé avec Benji du coup hier. Puis il est derrière, il arrive là. Comment s'est passée la carte? C'était long, hein. C'était vraiment une très très longue étape. Je suis content d'arriver. Je suis tombé hier au kilomètre 250, j'ai cassé le garde-boue avant, j'ai déclenché l'airbag et tout. Bon, depuis pas de chute, mais long, j'ai terminé au coucher du soleil hier, à la tombée de la nuit. Mais parfait, pile poil pour le chrono, impeccable. Salut les gars, 947 km, c'est les souliers. Je suis cuit. T'es saoulé là? T'as remonté un peu là. Eh, j'ai pas compris. L'autre là-bas, le 128 là. J'entends pas ce que tu me dis. Le 128, là, il m'a déposé ma couille. C'est l'Australien. 126 là. Et il est fort lui. Hein. C'est l'Australien. Ouais, lui là. Il a pas peur de la vitesse. Déjà j'étais à 130, 140. J'avais l'impression d'avancer si tu veux. L'autre il m'a passé. Possible. Bon allez. À la soupe. Viens me voir toi là-bas. Viens me voir toi là. Attention. Hop. Regarde, préparation. Ça va plus vite comme ça maintenant. ils sont pas démis là. Mais félicitations. Puis j'ai mon petit lot de galère quand même. C'est pas marrant. Qu'est-ce que t'as vu? La moto elle chauffait. Radiateur? Hein? Radiateur? Sonde température d'eau qui donnait pas le signal au ventilateur de s'allumer. Et j'ai mis en contact Et tu te faisais manuellement? dans les dunes. Ouais. Le MacGyver de la moto. Ah, tu fais du souci pour. Pourquoi?
Les bonnes motos sans toi, c'est pas pareil. Oh. Lèche-cul. Bon, bah, Monsieur Melo, pour une petite story Instagram pour dire que t'es bien arrivé. bien arrivé, bien fatigué. Mais c'est cool, c'était dur. Hein. Du coup, je suis derrière ou devant JNS? Derrière de 10 secondes. Ah putain, je suis resté bloqué derrière un miroir dans la poussière à 40 bornes d'ici. J'ai dit putain, parce qu'au point d'avant, j'avais vu. J'ai dit putain, je crois que je suis en train de le remonter. Ouais. Et à la fin, ça fout. Mais t'as bien roulé parce que hier t'avais 2 minutes et quelques de retard sur lui, il a fini avec seulement 10 secondes, donc t'as vachement bien roulé. Hier, putain, les galères à m'arrêter, à remettre de l'eau, que je l'ai fait. Bah, puis après, tu peux pas pousser. Enfin, dans les dunes, vous voyez que la sonde de température d'eau, enfin, le témoin s'allumait. Putain, ça m'a rappelé des vieux souvenirs de merde là. Si je veux pas péter le moteur là, on est usé. Et il y en a, je pense, qui vont vraiment en chier. Je pense que Yana, ça va être rideau aujourd'hui. Hein. Enfin, hier déjà. C'est dur comme ça. Franchement, hier, fallait déjà y arriver au 400e. Hein. J'ai eu peur hier soir parce que je voyais 5 heures et j'ai pas noté comme un con les barrières de chaque machin. Et je me disais putain, le prochain, il y a le ravitaillement entre les deux, 40 minutes. Et j'étais sûr que c'était. Enfin, je pensais que c'était 18 heures, celui où je me suis arrêté. Et du coup, moi je passe à 17h30. Je dis putain, 17h30 et 10 bornes après, il y a le ravito. 40 minutes, ça veut dire qu'après, tu as encore 15 bornes à faire. Et dans la nuit, quoi. C'est possible qu'il y ait des petites pénalités qui tombent aussi. Des pénalités de non-arrêt à des points. Et si tu veux, quand il y a quelqu'un, tu t'arrêtes. Mais là où il n'y a personne, tu dis putain, mais je me suis arrêté au panneau, mais pas au kilométrage. Pas à tous les coups, hein, mais ça a dû me le faire une fois. Ouais, franchement, c'était dur. Hein. Ça va et toi? Ça a chié? Ça a été là, maintenant. Aujourd'hui, ça allait mieux qu'hier. Les petites dunettes là, ouais, c'était pas bien, mais enfin ça allait là. Ouais, c'était roulant quand même. J'avais peur qu'il y ait des coups de nave de pute, mais en fait. Ouais, je me le suis dit. Je me dis, je vais me méfier parce que quand je voyais les traces des voitures, je me dis, il va y avoir un petit truc, même pas. Ça se voit. 33e au classement provisoire de l'étape et tu as exactement 10 secondes derrière JNS. Ah, il m'a encore niqué. Hein. Je suis là, mais je suis pas là. Hein. Non, c'est pas là. Oh putain, j'ai mis à l'envers, ça a tout vidé le liquide de les lingettes. Et quoi que c'est pas le camelback qui fuit. Non, juste me changer, aller bouffer. Je suis passé chez KT. Alors, je m'appelle Mathieu Fevrier, j'ai 31 ans et c'est mon premier Dakar qui s'est terminé un peu prématurément. Je roulais à mon rythme, j'étais pas au-dessus de mes pompes, j'essayais de faire attention. Et dans les dunes, au kilomètre 320, une dune cassée et j'ai pas freiné suffisamment tôt, j'ai sauté, l'avant s'est planté, j'ai fait un par l'avant et puis je me suis repris la moto sur l'épaule. Je pense que j'ai sauté 3-4 mètres. Je me suis vraiment fait peur et je pense que je peux m'estimer heureux d'avoir qu'une clavicule. Je pense que ça aurait pu être plus grave. Comme c'était chaud, j'ai réussi à remonter sur la moto. J'ai refait 50 km dans les dunes en fait. Et à un moment donné, j'ai pris une grosse compression, j'ai senti l'épaule qui est descendue et je me suis dit bon là il y a un problème, ça va être compliqué. J'ai réussi à rejoindre une piste rapide qui longeait des lignes électriques. Et puis là je me suis dit c'est plus possible quoi. On était au kilomètre 350, on avait un refueling au 412. Je voulais essayer de rejoindre le 412 et puis je me suis dit que ça allait être très compliqué quoi. C'est le moment le plus difficile. Je gare la moto, j'active la balise. Et là, j'ai été vraiment pris en charge très rapidement, quoi. 5 minutes après, il y a l'hélico, ils enlèvent l'Iritrac, ils enlèvent la tablette
et c'est fini, quoi. 3 ans de préparation, 1 an de préparation physique avec Bouzigues. C'est pas facile, quoi. J'avais des gens derrière moi. Je m'étais interdit la chute. Je roulais vraiment pas vite, j'étais pas au-dessus de mes pompes. Mais bon, ça fait partie de la course. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais franchement, j'étais à l'aise. Enfin, tu vois, la prépa physique, elle a beaucoup aidé. J'étais vraiment pas fatigué, j'étais vraiment bien, la moto marchait bien. Je faisais ma navigation, j'avais remonté 15 ou 20 personnes. C'est de ma faute, un peu de pas de chance, et puis voilà, c'est comme ça, quoi. Ah là, un Maroc, les étapes font 300, 350 km. Là, tu vois, dès la première journée, on a fait 418. Alors, le gap peut paraître pas très gros, mais tu vois, en roulant à 50 km/h, ça fait tout de suite 1 heure de plus, et c'est ce qui te fait rentrer limite de nuit, quoi. Donc c'est beaucoup plus éprouvant. Il y a un gros gap entre le Maroc et puis le Dakar. Alors la prépa physique avec Bouzigues, ça s'est super bien passé. Je veux dire, il est super dispo. Et moi, je suis quelqu'un d'assez carré. Et Bouzigues, j'ai vu qu'il était vraiment super carré aussi. Donc c'est-à-dire qu'on a décidé de bosser ensemble. Il m'a directement envoyé le programme sur l'année avec les catégories qu'on allait travailler. Tu vois, par exemple, la force, le volume, la proprioception, etc. Et moi, j'ai vraiment apprécié. Et puis, en fait, à chaque semaine, on doit dire comment on se sent, si on a été fatigué ou pas. Et Bouzigues, en fait, il adapte l'entraînement en fonction. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment top. C'est pas il balance le programme et puis débrouille-toi, faire avec. Et il est super dispo. Non, franchement, pour quelqu'un qui veut faire un Dakar, je peux que recommander de prendre la formation physique avec Bouzigues. Et c'est pareil, j'avais pris aussi la formation avec Benji pour la mécanique. Et moi, ça m'a permis de partir relativement serein. Ce qui est bien, c'est qu'il a répertorié en fait les pannes par probabilité d'apparition. Après, voilà, j'aurais aimé aller au bout, mais c'est triste, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois, c'est beaucoup de déception. Donc là, je suis un peu, on va dire, un peu fâché avec la moto, même si c'est de ma faute. Bon, c'est comme ça, mais je sais pas. Je vais déjà essayer de me reposer, de réfléchir un peu à tout ça, et puis je verrai. Hello. Salut, ça va? Ça a été? Ouais. Fatigué? Oui. Salut. Ça va? Ça va? J'ai déclenché 2 fois, une fois sur une petite chute, pas très vite, j'ai arraché le... Ouais. J'en tourne le pas parce que le cintre vient de voir que c'était... Ouais, un coup. Et une autre fois, et déclenchement intempestif. Hier, dans la matinée, je sais plus ce que c'était. Vitesse, saut. Non, dans les dunes. Dunette de merde un peu là et un... Ok. Un peu tassé, légèrement Ouais. pression. Ouais, bah ouais, un peu une pocket, mais j'ai pas sauté, c'était juste un... Ouah. Et quand tu as déclenché sur ça, ça a été pour remettre? Bah du coup c'était la 2e cartouche, donc j'ai pas remis tout de suite. Ok, donc Parce que j'étais déjà à 2. Ça marche. Bon, on Voilà. va checker ça, on va voir ce qui a fait réagir. Ok, parfait. Ouais, c'était cool. On n'est pas resté très longtemps autour du feu. Parce que déjà on est arrivé tard en fait. Tu vois, 6h, 5h30, ouais, 5h30 je suis arrivé là-bas. Et après je me suis mis direct sur la méca parce qu'il faisait encore à peu près jour. Du coup j'ai voulu réparer, trouver la raison de ma chauffe déjà. Et puis, désolé. Et du coup après, tu vois, le temps de monter la tente, machin. On s'est mis à manger sur le coup des 7h30. Et puis tu vois, à 8h30, on allait au lit, quoi. Bravo, Servus. Ouais, toi? Servus. You good? Yeah, bon, j'ai eu la sonde de température qui a déconné. Elle chauffait. J'ai perdu toute l'eau. Ravito, je sais plus, 400. Hier. Au début, je me suis dit, putain, je suis en train de... Je sais pas où j'ai percé une durite, ou tu sais, parce que je voyais la lumière qui s'allumait. Ouais. Mais pas tout le temps, surtout dans les dunes, tu vois. Et ça sentait le liquide de refroidissement. Donc j'ai dit, putain. Et je regarde en bas, puis je vois pas le ventilo tourner dans les dunes. J'ai dit, putain, attention, il y a un... et je dis, putain, il y a une galère avec ça, quoi.
Et j'arrive au ravito, je prends une bouteille d'eau, je m'arrête après, je remplis, quasi 2 bouteilles dedans. Je dis bon bah nickel. Et le soir en fait du coup j'ai testé la sonde. Ouais. Enfin j'ai testé de chanter la sonde, Ouais. ça fonctionnait. Du coup j'ai coupé les fils au ras de la sonde. Ouais. J'ai monté vers l'amortisseur de direction. Toi, t'es bon. Et du coup dans les dunes, j'avais le ventilo. Ah, mais j'ai flippé hier, je me suis dit mais non mais je peux pas péter le moteur là quoi. Ah, t'as bien fait. Je me suis fait des films à la con, je me suis dit ça y est, j'ai tout pété. Obviously really massive stage, the 48 hour. Attends. Il est en émission. C'est la faute ou quoi? Mais je peux pas travailler dans ces conditions-là. Le 48 heures chrono, c'était clairement un gros morceau, plus gros que peut-être ils ont anticipé. Ils voulaient que c'était dur, mais je pense que là, la preuve, c'est ce soir, ils ont annoncé que demain, ils ont raccourci les spéciales parce que les gens sont vraiment fatigués. Pourquoi? Tu sais, c'est pas une science exacte. Il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu quand tu calcules le niveau de difficulté. Par exemple, un truc tout con, ça dépend de la température, le sable peut être plus ou moins porteur. Voilà, par moment là. Et tu vois, par exemple, ils avaient prévu les break zones, ils avaient 6 break zones avec un où ils pensaient qu'il va y avoir 45 motos, mais hier soir, j'ai eu un moteur qui m'a appelé, mais tard, et il m'a dit, bon, on est 23 et on est à 70 km du premier break zone et on est à un ravitaillement. Qu'est-ce qu'on fait? Et bon, il ne faut pas que des gens ils se baladent la nuit. De toute façon, c'est pas moi, c'est l'organisateur, vous ne bougez pas, quoi. Malgré ça, pas trop de bouleversement au classement général avec Chucky Sanders qui garde sa place, qui augmente son avance générale à 12 minutes. Et 12 minutes, ça commence à... Wow, excusez-moi. Mes Espagnols avant. 12 minutes, c'est pas encore une zone de confort, mais ça commence d'être bien. Clairement, il est en forme. Il a beaucoup de rondeurs derrière lui, par contre. Et bizarrement, j'ai parlé avec lui à la ligne d'arrivée tout à l'heure. Et il m'a dit, je fais ma course. Voilà. J'ai parlé hier soir, on a parlé du fait que les gens étaient nés dans le désert et apparemment, lui, pas du tout. Voilà, désolé. Là où il a fait la moto quand il était gamin, c'est vraiment enduro avec un terre d'argile. Bon, autant pour moi. Mais bon, il est australien, il a dû faire des courses dans les bush, quoi. Et bon, s'il n'a pas beaucoup de changements au général, dans la moto, il y a un gros changement parce que Benji est passé en tête. Là, je pense qu'il a 9 minutes parce que Manu Jeunesse, il a eu un penalty de 15 minutes il a manqué un waypoint. Alors vous, les fans de Benji, vous êtes peut-être contents, mais bizarrement, j'ai pas parlé avec Benji, mais c'est jamais génial quand tu prends la tête à cause d'un penalty. Je pense que Benji est peut-être de le même avis. Ils sont des sportifs, ils vivent pour le sport, moi j'aime bien aussi. Et, ouais, bon, c'est les règles qui veulent ça, bon, ça fait partie du Dakar, en gros partie même la navigation, mais on ne réjouit pas de ça, mais on constate. Pourquoi est-ce que cette année, il y a des spéciales différentes pour les motos et les voitures? Ok, ils sont pas exactement différents, c'est parallèle. Il ne faut pas oublier que Castar, il vient de la moto. Il était pilote moto sur le Dakar. D'ailleurs, il a fini sur le podium, 3e, il y a très longtemps, quand il était chez Yamaha. Il était porteur d'eau pour Peter Hansel à l'époque. Il a dû sûrement se faire doubler par les voitures, comme la plupart des motos. Benji se fait doubler. Hein.
Bon, c'est pas un truc qui est hyper kiffant. Je pense que c'est très impressionnant. Ça fait peur, ça met des pilotes un peu mal à l'aise. Et évidemment, ça peut être dangereux. Ils ont des systèmes, des sentinelles qui alertent des pilotes qu'une voiture est derrière. Le problème, c'est que logistiquement, c'est très très long et cher. Parce qu'il faut plus d'hélicoptères, plus de CP, plus de médecins, ça n'arrête pas. Mais maintenant que, on va dire, le Dakar se comporte plutôt bien, que ça fait la 6e année qu'on est là, que Castara est plus en plus en place, on dirait qu'il peut insister un petit peu parce que je suis certain que pour lui, il aimerait bien que tout est séparé en permanence. Mais bon, là c'est déjà 45% je pense de séparation qui est très bien, qui augmente énormément la sécurité. C'est la première chose. Et quand tu vois comment c'est fait l'étape, ils font en boucle. Et en fait, ils font en boucle et ils font en parallèle. Ça veut dire que les hélicoptères, par exemple, ne sont jamais très loin des deux traces. Je pense qu'hier au briefing, il a dit que c'est 20 km maxi. C'est la première chose, mais il y a un côté sportif dans l'histoire aussi. Parce qu'imaginons, les motards, ils partent avant ils laissent une trace. Et les voitures, ils arrivent, bon, ça veut dire qu'ils ont que suivre les traces. Déjà, si tu es un motard et tu es loin derrière, il y a des traces. Tu ne fais pas trop de nerfs, mais une fois que les voitures sont arrivées, la trace est très claire. Et là, tout d'un coup, sur presque la moitié de cette édition, les voitures, ils n'ont pas de traces à suivre et ça change beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de rebondissements, ça met en valeur le copilote, ça met en valeur la navigation. C'est un truc, élément quand même très très important. Et tu as des rebondissements. Pour anecdote, dès qu'ils annonçaient qu'ils vont séparer des parcours, le prix d'un copilote a explosé. Tu vois, ça veut dire qu'avant, ils étaient juste assis comme un sac de patates dans la voiture. Tout d'un coup, il prend énormément d'importance parce que tu peux être le meilleur pilote du monde dans une voiture, mais si tu n'as pas un bon copilote. Et hier, vous avez fait un reportage sur la voiture de Toby et Sam. Et en toute objectivité, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Moi, je ne m'intéresse pas trop à la voiture, mais c'était vraiment intéressant. Et tu vois que ce soir, ils sont à 4e au général, à quelques secondes du 3e place, sans avoir jamais conduit sur un rallye raid avant. Ça veut dire à quel point la navigation, et là tu as deux très très bons navigateurs dans la même voiture, à quel point la navigation est importante. J'espère et je pense que dans l'avenir, ils vont séparer les parcours encore plus et c'est très bien pour le rallye. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, merci beaucoup. J'ai vu qu'il y a des commentaires qui sont très sympas pour moi et ça me touche énormément. Merci beaucoup. Et voilà les amis, merci beaucoup de nous suivre comme ça, c'est dingue de voir autant d'engouement, c'est vraiment sympa et tous les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Et un petit mot aussi, on a les t-shirts, si vous voulez nous aider, ils sont sur la boutique espritktm.com. Ça nous file un bon coup de main et voilà, si vous pouvez faire ça, de même que vous abonner, mettez la petite cloche là. Ça ferait plaisir si tous ceux qui regardent s'abonnent. Merci encore et on se dit à demain.